Vici d'arte, vici d'amour. Plein d'émotions cette ère-là. Gaspard Tlog, bonjour et merci d'être venu à l'abbaye du Saulcy pour présenter votre bande dessinée, La Calas, l'enfance d'une diva. Alors, je tiens déjà à vous remercier pour l'amitié que vous me faites en m'invitant ici. Je me sens honoré. Je remercie les étudiants, j'ai vu des artistes aussi, collègues parmi. Je remercie aussi, je reconnais aussi certaines faces. Je suis très content. Je tenais déjà à vous situer un peu d'où je viens, comment j'arrive à la musique. C'était pas si simple au départ. Je viens des arts visuels. Je suis originaire du Cameroun, Afrique centrale. J'arrive en Europe à 18 ans, après mon bac, pour étudier l'histoire de l'art, le dessin. Je me forme aux Beaux-Arts en Italie. Et je me rends compte qu'il me manque dans ma formation quelque chose d'essentiel. Je ne savais pas encore. Et je fais du cinéma, je fais de la danse. Et par hasard, je tombe sur l'opéra. Un hasard, mais ça avait commencé avec Pergolèse et me promenant à l'université La Sapienza. J'entends un professeur jouer le Stabat Mater et là, ma vie a changé. Voilà, je décide de changer tous mes cours, je veux faire de la musique. J'ai commencé à travailler sur l'opéra. Le premier opéra sur lequel je travaille, c'est Puccini. Madame Butterfly, interprétée par Maria Callas. Donc voilà, je commence à m'imprégner du personnage de Maria Callas à travers Puccini. Je demande à venir à la Sorbonne parce qu'il n'y a plus assez de cours en musicologie. Donc je quitte Rome, je viens à Paris faire ma troisième année en musicologie à la Sorbonne. Je ne comprends rien en musicologie, je n'ai pas de formation en musicologie, mais je sais que c'est ça qu'il me faut pour pouvoir atteindre mes objectifs d'un point de vue esthétique. C'est pour ça que c'est un besoin esthétique qui m'a ramené à la musique. Donc j'avais besoin, à un moment donné, j'étais saturé d'images parce que j'ai une formation aussi en bande dessinée à côté. Je me disais, je suis saturé en images, j'ai besoin de quelque chose pour compléter cette réponse-là. Je ne peux pas dire que je l'ai trouvé aujourd'hui, mais je suis convaincu que c'est dans la musique que je trouverai les éléments inhérents à la compréhension de l'image et à l'analyse de l'image. Pourquoi La Calas? Callas, parce que ce qui m'avait intrigué au départ, c'est le fait que il y a eu déjà beaucoup d'écrits sur Maria Callas. Plein de personnes, déjà ça m'intriguait. Pourquoi ce besoin des personnes à vouloir écrire à tout prix sur Maria Callas, que ce soit à propos de la musique, de la philosophie, de la cuisine, ce que Maria Callas mangeait. Déjà, ça fait comprendre que la personne va au-delà même des compétences de son champ artistique, qu'elle arrive à toucher des gens qui n'ont rien à voir, qui ne comprennent rien à la musique. Et moi j'ai fait partie de ces gens-là, ça m'a touché. Et petit à petit, ce qui a fait en sorte que je veux travailler sur ce personnage, c'est que on disait trop de choses liées, on avançait trop d'éléments liés au caprice du personnage. Et je voulais comprendre pourquoi ce personnage est aussi capricieux, pourquoi est-ce qu'on raconte. Déjà, est-ce que c'est vrai? Je voulais vérifier ça. Et en travaillant donc, j'ai lu des livres, des monographies, je me suis rendu compte qu'elle a une enfance pas du tout facile. Et je me suis dit, je défierais certains d'avoir cette enfance-là et d'avoir produit ce qu'elle a pu produire en termes esthétiques. Et c'est dans cette difficulté qu'elle a eue dans son enfance qu'elle a réussi même à révolutionner l'opéra, à ramener quelque chose de vrai qui n'existe pas. C'est ça qu'elle ramène à l'opéra aussi, c'est la vérité. Pas qu'avant la vérité n'existait pas, on était dans quelque chose de très idéaliste. Les courbes, la ligne qu'il faut trouver dans le bel canto et tout, pas qu'elle n'avait pas cette ligne, mais ramener quelque chose en plus dans l'interprétation. Vous avez commencé en faisant écouter la Tosca, c'est elle qui l'a interprété, il me semble, à 13 ans, 14 ans, un personnage complexe, à cet âge-là, comprendre déjà ce que c'est que ce personnage, et elle, de ce qu'on dit, elle interprétait, et cet air-là, Vici d'arte, c'est vraiment l'air qui résume au mieux sa vie, avec la dernière phrase où elle dit Signore, Signore, perché mi remuneri così? Pourquoi est-ce que tu me récompenses ainsi? Vraiment, c'est quelqu'un qui a vécu à travers les arts.
Et après, on a l'impression que le destin, voilà, s'est acharné un peu contre elle et elle demande à Dieu pourquoi est-ce que tu me remercies ainsi. Je pense qu'elle elle a pu chanter cette air-là et ça correspondait à plusieurs moments de sa vie personnelle, le rapport avec la mère, le père et tout. Et à chaque moment, on a l'impression que elle ne chantait pas juste un air pour sembler interpréter. Elle vivait cet air. Un peu. Donc du coup, moi, ça m'intéresse à plus d'un titre. C'est Maria Callas. Ça m'a permis aussi de voir la richesse, de comprendre la richesse, de faire la richesse par ce prime-là. Je voulais vivre ma richesse. C'est ce qui fait que j'en parle avec des collègues. Dans la recherche aujourd'hui, j'ai dû changer au moins 5 ou 6 fois mon objet d'étude et tout. Parce qu'à un moment donné, je me rendais compte que je ne vivais plus, je ne ressentais plus ce que j'étudiais. Et pour moi, c'est vraiment c'est un peu, toucher un peu la mort lorsqu'on ne sent plus rien. Donc j'ai dû changer à plusieurs fois même mon objet d'étude à l'université parce que je voulais toujours garder ce rapport avec la poésie, c'est-à-dire le réel, quoi. Vous expliquez vraiment bien son enfance. C'est terrible des fois. Il y a des pages où on est pris dedans et justement, elle a chanté Verdi, elle a chanté Puccini, c'est ses auteurs préférés. Elle a chanté Wagner, très peu, et vous avez choisi pourtant Wagner sur cette bande dessinée. Alors, j'ai choisi Wagner. Oui, Tristan et Iseult, Ouais. dont on a quelques planches. Ouais. Oui. Pourquoi Tristan et Iseult? Vous auriez pu choisir Verdi, Puccini, Tosca. Oui, c'est vrai. Ça aurait été ou bien Madame Butterfly, que j'aimais beaucoup, un opéra que je connais beaucoup mieux. Et Wagner, parce que bon, les circonstances de l'histoire ont fait que, me retrouvant à Paris, je rencontre un directeur de recherche spécialisé de Wagner. Voilà, il m'a introduit à disons, à l'esthétique wagnérienne d'un point de vue musical, aussi philosophique. Et c'est comme ça que je me dis, bon voilà, je veux aussi une forme de challenge toujours à chaque fois. J'ai ce vice à devoir toujours penser contre moi, penser contre moi-même, penser contre mes propres... certains faits qui sont acquis pour moi, j'ai toujours envie de les remettre en question. Donc ce qui a fait que j'ai voulu ne pas traiter les opéras italiens d'un point de vue de la richesse, parce que c'est quelque chose avec lequel... quelque chose que je vivais, parce que par exemple Tosca, lorsque j'écoute Tosca, je ne pense même plus à l'œuvre. Je pense à Rome parce que je reconnais les rues dans lesquelles se déroule Tosca, je reconnais l'église dans laquelle Cavarados il vient avec... donc j'ai l'impression qu'il peut y avoir un conflit d'intérêts lié à ça, et du coup Wagner c'était vraiment l'œuvre où je ne connaissais rien, où j'avais envie d'apprendre, et c'est pour cette raison que j'ai voulu étudier Maria Callas. Alors Gaspard, j'ai quelques questions à propos justement de ces planches que tu as réalisées à propos de l'œuvre de Wagner, interprétée par la Callas. Et la première question, alors j'aimerais savoir, parce que je crois que le thème de l'exil dans la BD est exposé dans la première partie, parce que tu retraces l'histoire de la Callas, notamment son grand voyage qu'elle a dû mener involontairement pour fuir ses racines. Est-ce que ce thème de l'exil t'a marqué, t'a touché? Et si oui, de quelle manière? L'exil. Alors pour moi, je suis étranger. Voilà, je suis en Europe. Plus de la moitié de mon temps maintenant, de mon âge, je l'ai vécu en Europe. Mais je ne peux pas vous cacher que mes origines, bien que je sais que mon futur, ma vie, c'est ici, mais mes origines ne me quittent jamais, même si ce n'est pas omniprésent, même sans me le vouloir, j'ai toujours envie de dire d'où je viens. Et la question de l'exil s'est présentée de manière... je me suis rendu compte avec le temps que l'exil se présente toujours dans mon travail. Même si je ne le traite pas comme sujet, ça se présente toujours d'une manière ou d'une autre. Et c'est presque involontaire. Et l'exil, c'est aussi l'histoire de Maria Callas. Un exil intérieur, mais un exil aussi parce que grecque, mais elle est aux États-Unis. Elle se réalise professionnellement en Italie, en France aussi. Mais elle désire mourir en Grèce. On ne sait pas, l'action de l'exil, se présente aussi dans sa vie comme quelque chose de très structurant, et je pense qu'elle se pense aussi en fonction de ça. À un moment donné, elle se pose des questions sur quel nom garder. Donc,
Donc, que ce soit personnellement ou dans la vie de Maria-Callas, la question de l'exil s'est toujours présentée. Et ça a une place, je pense, je dis c'est structurant, mais c'est même pas pensé, j'y pense même pas. Ça arrive comme ça, involontairement. Et je peux me saisir. Bah, après, j'ai traité une bande dessinée qui parle de l'exil, un voyage sans retour. Oui. Où j'ai voulu. Qui est là, hein, justement. Ouais, où je voulais parler vraiment. C'est où j'ai abordé vraiment la question de l'exil. C'est quoi penser. Comment est-ce qu'on se pense lorsqu'on vit en exil? Son futur, sa vie. Comment est-ce que. Parce que moi, ça m'a traversé aussi comme question. Voilà, donc je n'ai pas de réponse, mais bon, j'ai réfléchi de temps en temps. Et on vient te chercher pour ce thème-là, au dehors de... Je fais une petite sortie sur le thème d'aujourd'hui, mais très courte. C'est que c'est un thème qui t'amène à travers le monde, qui t'appelle pour travailler sur ce thème-là dans des conférences, des projets, j'imagine, artistiques, plastiques. Donc finalement, c'est une sorte de leitmotiv dans ton travail, dans ton quotidien, que tu subis ou que tu assumes. Oui, voilà, je subis, bon, que j'apprivoise parce que on ne peut pas forcément dire, je ne veux pas dire que je subis parce que, après ça m'a mis dans des conditions que j'aime beaucoup aussi. Le fait d'être en exil, ça me plaît quand même parce que je me dis, si je me sens trop chez moi, je ne sais pas ce que ça veut dire être chez soi en fait. Et j'ai appris avec le temps, j'ai quand même appris avec le temps le bénéfice qu'on a quand même, parce qu'on n'a pas que des inconvénients d'être en exil, il y a aussi des bénéfices. Je me dis, tant que la France, peut-être Paris, je commence à l'aimer moins parce que peut-être je me sens trop chez moi, il faudrait que je cherche une autre ville où je veux trouver mon confort d'exilé parce qu'il n'y a pas que les effets négatifs liés à ça. En parlant de comment est-ce que ce thème de l'exil me porte à voyager dans des conférences, dans mon travail aujourd'hui, je suis invité dans le cadre de programmes de recherche à Hong Kong et en Inde aussi. Sur des questions de recherche où on parle de... Bon, ça n'a rien à voir avec le sujet d'aujourd'hui, mais ça parle de thanatique éthique, c'est-à-dire l'éthique de la mort. Et ça a été... on traite la question de l'exil, mais pas le prix de la mort. Ça veut dire quoi? Mourir à l'étranger. Et plusieurs fois, j'ai été invité en tant que plasticien, artiste, à devoir m'interroger sur la question de l'exil, mais à travers la mort. C'est quoi mourir à l'étranger? Comment est-ce qu'on pense la mort lorsqu'on est à l'étranger? Et le thème de la mort, du coup, ça revient dans toutes mes œuvres aussi, je ne sais pas comment. À un moment donné, mais pas de manière mortifère, hein, mais de manière... Comment est-ce qu'on pense sa finitude lorsqu'on est à l'étranger? Voilà, je suis en France aujourd'hui, mais... c'est pas la même chose, je sais pas, je penserais pas ma finitude de la même manière que si j'étais au Cameroun ou ici, en Europe ça n'existe même pas. Il y a cette tendance à évacuer de tout ce qui est rite autour de la mort, on ne veut pas voir ça. Par contre, chez nous en Afrique, c'est un rite qu'il faut accompagner, c'est omniprésent, mais c'est pas pour faire peur, mais on vit avec, on comprend mieux l'existence, on comprend mieux sa vie lorsqu'on comprend aussi tout ce qui est lié à la mort. Alors qu'ici en Europe, en Occident, on a l'impression que ça n'existe pas. On évacue ça du réel et tout, et alors que c'est omniprésent. Merci. Alors justement, au Cameroun, que s'est-il passé qui ait pu te mener à dessiner? Est-ce que tu es issu d'une famille où on dessinait beaucoup, ou d'une famille où on jouait de la musique, est-ce qu'on connaissait Maria-Callas? Est-ce qu'à l'école tu as étudié l'art? Puisque je crois que tu es allé à l'école française, là-bas au Cameroun. Donc, quel est ton rapport à l'art quand tu es enfant jusqu'à 18 ans? Parce que tu dis qu'à 18 ans, tu es allé à Rome. Tu es arrivé à Rome, il me semble, via un concours. C'est le hasard qui t'a mené jusqu'à Rome. Tu as osé tenter ta chance. On t'a transporté et ça a été la réussite. Enfin, aujourd'hui, on peut dire que c'était un jour assez exceptionnel que ce prix du concours. Donc, jusqu'avant ce prix, et puis j'aimerais bien savoir, qu'est-ce que tu as dessiné lors de ce concours? Pour ce concours, c'était quoi ce dessin? Très bien pour cette question, ça me permet d'introduire une notion aussi pour moi qui est très importante. Je n'ai aucun mérite d'être là. Moi je ne crois pas même intrinsèquement à la valeur du mérite. Donc si je suis là aujourd'hui, c'est pas parce que je mérite que certains de mes amis ou avec ceux avec qui j'ai été au Cameroun, j'étais pas forcément le plus intelligent et tout. C'est qu'à un moment donné,
il y a un opportunisme qui se présente, il faut être prêt pour sauter, rentrer dans le train de cet opportunisme. Et je dis ça parce que ce qui m'arrive aujourd'hui, il y a un certain nombre de conditionnements pour lesquels je n'ai eu aucun mérite. C'est mes parents qui ont voulu m'envoyer dans une instruction, me faire faire des bonnes instructions. Ça, j'étais contre ça parce que je voulais pas, comme tout enfant, je voulais pas étudier. Ce que j'aimais faire, c'est des dessins tout le temps. Et mes parents ont voulu que j'étudie. On fait aller au centre culturel français au Cameroun, Blaise Indra, où je découvre la bande dessinée. Je commence à rêver d'ailleurs. Et il y a ce rêve d'ailleurs là, c'est quelque chose. J'ai dit aux gens qu'au Cameroun, je me sentais déjà en exil en fait. C'est très important parce que même quand j'étais au Cameroun, j'étais exilé. Parce que ce que je recevais à travers l'éducation, ça ne me permettait pas de vivre au Cameroun. C'est-à-dire, c'est comme si on me donnait des outils qui ne permettent pas de comprendre son pays. J'avais des outils pour penser la France. Même mes poètes, on ne m'a pas appris à aimer le Cameroun. Je lisais des poètes, Prévert et tout. Je connaissais très bien la France, la géographie, je connaissais très bien Paris. Mais je n'avais jamais mis les pieds. Et donc j'avais cet imaginaire d'un pays que j'aimais, j'adorais, qu'on ne m'avait pas obligé à aimer, que j'aimais déjà, malgré moi, à travers l'éducation, les poésies et tout. Donc pour dire que voilà, je n'ai aucun mérite, c'est une succession de conditionnements qui font en sorte que je me retrouve là, que j'ai été à la Sapienza, que je me retrouve à la Sorbonne, qu'on se retrouve là avec des amis à parler de Calas aujourd'hui. Mais juste que, voilà, c'est la chance que j'ai, c'est d'être, d'avoir été prêt en ce moment-là. Et c'est juste ça. Étais-tu prêt quand ton directeur de recherche actuel t'a dit « D'accord, on va essayer des recherches en musicologie » alors qu'il avait ton CV a priori sous les yeux. Alors je me souviens, moi j'étais dans le couloir, j'attendais mon tour parce qu'on avait le même directeur. Et il était en retard. J'attendais, et je vois ce monsieur sortir du bureau du directeur. J'ai dit, tiens, c'est un nouvel étudiant. Et tu l'avais mis dans un état, ce directeur. Il a mis un quart d'heure à s'intéresser à ce que je venais lui présenter. Parce qu'il était encore avec Gaspard Jock dans la tête. Tu lui avais apporté un projet, une idée, alors peut-être un peu nébuleuse au départ, et... Qu'est-ce que tu as pu lui dire en tant que plasticien ? J'ai envie de faire de la musique avec vous. Alors, c'était simple. J'avais passé une année en master, en 3e année, où j'avais appris plein de choses en musicologie, mais je n'avais pas le niveau. Même aujourd'hui, je n'ai pas le niveau d'un étudiant classique en musicologie, en termes d'acquis. Mais ce que je savais ce que je voulais de la musique. J'ai dit, je veux ça de la musique. C'est ça que je savais. Je veux obtenir ça, je veux comprendre ça par le prisme de la musique. Et clairement, il me disait, mais vous n'avez pas la formation, il faut peut-être aller faire le conservatoire, savoir ce que c'est que voilà, un quinte diminué, un certain nombre de choses. Je lui disais, mais oui, pour moi, tout ça, c'est vaporeux. Si ça ne touche pas quelque chose de tangible et de réel, j'ai pas envie, ça ne m'intéresse pas la quinte diminuée. Et je vous dis, je veux savoir à quoi ça correspond. D'un point de vue tangible, pas seulement de la sonorité. J'étais venu à l'époque, je ne me rappelle plus le projet. Ce que je voulais montrer, en fait, je disais, je voudrais produire des œuvres d'art visuelles, mais qui me donnent à entendre. Voilà, je veux produire, c'est ça que je veux. Donc je ne peux pas trouver cette réponse en pensant comme un plasticien. Je vais réfléchir par le prisme de la musique, parce que je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant à trouver. Et donc il était là, il m'écoutait aussi, religieusement, je dirais, mais il s'est sorti sans savoir quelle aurait été sa réponse. Mais je savais déjà dès lors, peut-être c'est un danger, mais je savais dès lors ce que je voulais. Et je lui ai donné des exemples déjà. Je disais par exemple, là je suis à des pianistes et tout, à chaque fois que je demande à un pianiste, explique-moi ta musique, il va utiliser un vocabulaire qui appartient au champ du visuel. Jamais il va me dire, voilà, la quinte, machin, il va te parler de paysages sonores, de couleurs et tout. Alors, mais je dis, mais s'il veut être pertinent, il m'utilise le visuel, ça veut dire à un moment donné que le visuel a fait sens. Et de même si je demande à un plasticien, il me fait le chemin inverse, c'est-à-dire le plasticien va vous dire, il vous parle d'harmonie, il vous parle de rythme. Je dis, mais vous voyez que pour être pertinent, il faut aller au-delà
de son champ de connaissances. Voilà, je vais être audible en musique, il faudra que je sache décrire les choses de manière visuelle. Et aujourd'hui, par exemple, ça m'a... C'est cette discussion que j'ai eue avec lui. Par exemple, aujourd'hui, lorsque j'enseigne à l'université avec le nouveau groupe que j'ai aujourd'hui, je commence mes cours en dessin, en histoire de l'art, ou en animation, ou modèle vivant, en est censé dessiner, mais je commence avec la musique. Parce que je leur montre ce que c'est que... je leur dis, votre dessin sera utile, efficace, quand il donnera à entendre, quand il donnera à humer. Donc quand l'évocation d'un sens interpelle les autres sens, ça veut dire que votre dessin ou votre chant, il est puissant. Parce que les chanteuses qui vont passer là tout de suite, je pense qu'elles sont efficaces si elles seraient capables de décrire quelque chose qui interpelle la vue que d'être tout le temps là, plongé dans... Donc c'est un peu ce que j'avais aujourd'hui. Vous avez dit brumeux, ça c'est... je suis dans cet état depuis dès ma naissance. Aujourd'hui, je fais de la recherche où j'essaie de cadrer mes connaissances, mais je le fais tant que je peux parce qu'il y a tellement de choses à voir que je n'y arrive pas. Donc il y a un lien entre l'art, la couleur et la musique. Comment on peut traduire un air de musique en couleur? Comment on traduit tout ça en couleur? Puisque dans vos planches, vous traduisez l'air de Tristan et Iseut sur des couleurs, sur des dessins, sur des formes. Alors, je ne sais pas si on peut appeler ça traduction. Oui, enfin, un lien. Alors, moi, je fais... alors, je n'ai aucune prétention scientifique là-dedans. Alors, c'est un des exercices où je me sens très prétentieux lorsque je fais ça, mais bon, on est dans un champ académique, il faut montrer qu'on a lu des personnes qui me permettent de comprendre telle chose. Ce que je fais là, je dis transcription. Oui. Traduction d'un point de vue, si je vais être rigoureux, c'est pas même transcription, ça n'en est pas une. Ce sont pas. Alors, c'est pas une. Je me base pas juste sur des analogies, dire ah bon, il y a un vers là. Comment est-ce que j'y arrive? D'un point de vue scientifique, c'est facile à expliquer tout ça. Mais d'un point de vue purement esthésique, pour reprendre les termes de Jean Molineau ou bien des Natier, il parle de la tripartite, des 3 niveaux de compréhension en sémiotique, il parle de niveau poétique, esthétique, immanent, pour parler du niveau neutre aussi. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans la tête d'un créateur lorsque on écoute une œuvre. J'ai des milliers de façons d'interpréter. Alors, il y a ceux qui arrivent d'un point de vue naturel, on appelle ceux-là sont synesthètes, mais c'est pas pour autant que ils ont des traditions qui leur est propre. Moi, je ne suis pas synesthète, mais je pense aujourd'hui j'ai acquis, à force de travailler, une sorte de synesthésie intellectuelle acquise en fait, à force de manier ces instruments-là. Quand j'entends un son, dans ma tête, j'ai mon répertoire de couleurs. Je m'amuse comme ça avec mes pinceaux quand j'écoute. J'ai plein des nocturnes que j'ai fait comme ça avec des couleurs. Mais je ne suis pas synesthète, c'est vraiment un travail intellectuel de spéculation. À un moment donné, j'ai dit bon, j'utilise ce qu'on appelle, si vous voyez là, ce qu'on appelle des unités sémiotiques temporelles. C'est-à-dire unité sémiotique temporelle, un travail qui a été fait dans un laboratoire à Marseille. Une unité, on comprend ce que c'est, sémiotique, qu'il y a un signe dans un temps bien précis. On écoute un air, il y a une cellule sonore qui nous évoque quelque chose. D'un point de vue du geste, si on ne pense pas à partition, qu'est-ce qui peut représenter en termes de forme? Ce geste-là, ça peut être une mélodie, voilà, très horizontale, ça peut être un accord comme ça, qu'on peut très visible dans des partitions, voilà, voir cette verticalité-là. Et moi, je les étudie comme ça, d'un point de vue purement sémiotique, voilà, sensuel, c'est-à-dire du point de vue des sens, ce que ça m'évoque, voilà, la verticalité, l'horizontalité. Je les sors. Et maintenant, en fonction des capacités que j'ai ou non, d'un point de vue de la musicologie, bien de l'analyse des images, j'essaie d'analyser chaque portion, c'est vraiment... Alors ça, je ne m'amuse pas lorsque je fais ça, parce que ça c'est vraiment pour le champ académique, ça fait plaisir au directeur de recherche, montrer que voilà, je sais. Mais les choses plus intéressantes, alors ce qui est plus intéressant, c'est comment est-ce que j'ai détruit les formes a priori qui sont en moi, comment est-ce que j'arrive à penser contre moi
pour produire une œuvre d'art. Je prends un dernier exemple. Par exemple, je fais un discours plein de carrés, de cercles, c'est pas des triangles avec plusieurs formes géométriques. Mais il y a des gens qui ont la capacité de comprendre, c'est-à-dire dans leur tête, ils ont juste un carré. Donc ils comprennent, je fais un discours plein de formes, mais ils comprennent que des carrés. Ils comprennent que des carrés, que des carrés. Et moi je suis comme ça aussi, comme on est tous comme ça. On a des formes a priori, ce qu'on appelle des formes a priori. On a des formes ou des triangles, des carrés, ou certaines personnes d'eux. Donc tu parles, tu as beau faire un discours avec des cercles. S'il n'y a pas quelque chose de triangulaire, ils ne comprennent pas parce qu'ils reçoivent que tout ce qui est triangulaire. Et moi, les arts m'aident vraiment à l'au-delà de ça. C'est-à-dire, d'un point de vue purement sensuel, j'ai dit à un moment donné, ce carré-là, je vais lui donner un peu des contours un peu rectangulaires. Et ça, c'est un effort intellectuel et bon, à certains égards dangereux parce que ça peut vous ramener d'un point de vue de perception un peu à des endroits d'un point de vue psychologique de spéculation très très dangereux aussi. On se dit où on est normal, où on est donc voilà. C'est compliqué. Alors c'est compliqué et à la fois, ma question va être très simple, est-ce qu'il n'y aurait pas du Gesamtkunstwerk derrière, c'est-à-dire l'œuvre d'art totale? Est-ce qu'elle ne serait pas résumée par cet exemple des formes géométriques ou plus ou moins géométriques qui sont assemblées les unes sur les autres et qui créent quelque chose, un magma d'idées et qui a pour fonction de faire... de saisir le spectateur-auditeur, de faire jaillir une idée au sein du spectateur. Est-ce que c'est pas là le secret, c'est de réussir à assembler, pour l'artiste c'est une épreuve, mais d'assembler d'une certaine manière les choses pour que tous les sens chez le spectateur-auditeur soient réveillés, soient en éveil? Alors, je vais essayer tant que je peux d'être précis là. Alors, je ne fétichise pas les formes. Il n'y a aucun fétichisme pour moi d'un point de vue formel. Voilà, je ne suis pas un structuraliste. Mais ce que je veux dire, c'est que les formes nous permettent... Alors, je dis souvent, la maîtrise, c'est bien d'avoir la maîtrise, mais sentir, c'est mieux. C'est-à-dire, la maîtrise, tout ce qu'on a comme acquis, doit nous permettre... Elles sont efficaces tant qu'elles nous permettent de sentir. Quand j'ai par exemple un étudiant qui sent déjà, en cours, je dis écoutez, je sais pas, je vais vous donner autre chose, vous n'avez pas besoin de passer les étapes que les autres. Les autres, je les fais passer ces étapes-là parce qu'ils ne sentent pas. Je dois leur donner ces éléments de maîtrise qu'ils arrivent à sentir. Donc je distingue déjà, pour moi, vraiment, tout doit être porté vers la sensation. C'est ça qui est. Alors, la sensation, dans un sens poétique. Pour moi, c'est ça, j'ai sensation, poésie et politique. Parce que la politique aussi, c'est structurant sur mon travail. C'est politique d'un point de vue de la poésie, hein, c'est-à-dire qui s'intéresse au sens. On ne peut pas faire de la politique si on n'a pas un âme de poète. C'est pour ça que bien, en politique aujourd'hui, je ne m'intéresse pas. Je me dis, parce qu'il manque de poésie, donc ils ne font pas de la politique. La question c'était quoi encore? Parce que j'ai fait un long tour là, je sais pas. Eh ben, je vais en poser une en conséquence. Ouais. Est-ce que Maria Callas a réussi à interpréter cet art total que la partition en fait présentée, proposée? Et donc après, qu'est-ce que tu as fait de cet art total dans ta BD avec la Callas? Qu'est-ce que tu as pu en faire? Alors, Callas, elle était très pertinente parce que, comme je dis au départ, ce qu'elle ramène, c'est la vérité. Il y a des gens qui, techniquement, à mon avis, étaient supérieurs à la Callas, je pense. Mais elle ramène quelque chose qu'on ne voit pas ailleurs. C'est la sensation. C'est pas... Alors, après, il y a des puristes, des muscologues qui disent non, il y a ce côté, elle savait, elle savait faire des coloratures, des choses. Très bien, mais elle ramène... Ça, c'était considéré peut-être à l'époque, ça pouvait être considéré comme des erreurs. Mais à un moment donné, elle arrive à imposer ça comme quelque chose d'acceptable parce qu'elle ramène une crédibilité. Et cette crédibilité, c'était pas un exercice intellectuel, elle n'a pas fait dans sa chambre en voulant intellectualiser la chose. C'est que ça vient du vécu, la sensation, le vécu, elle a passé. Bon, dans la bande dessinée, pour ceux qui le liront, la guerre civile en Grèce, ça a été une des pires guerres civiles qu'on ait connues en Europe. Et c'est dans ce contexte-là où elle a développé son art. Elle a développé son art toujours un peu pour plaire à ses parents. Il y a toujours une forme de
conflictualité, donc, donc c'est-à-dire le côté poétique qu'elle avait, ça se faisait à travers la musique. Et la musique a été pour elle la principale source d'érudition. Calas n'a pas une éducation classique, elle n'a pas allé à l'école où elle étudie la philosophie et tout. Et elle avait un peu aussi ce complexe-là où elle se disait, bon, par rapport aux autres personnes, elle se sentait moins intelligente. Mais aujourd'hui, je pense qu'un musicien ne se sentirait pas moins intelligent parce on est conscient aujourd'hui que derrière la musique, il y a une vraie érudition, une vision du monde qui est très particulière aussi. Et pour revenir au Gesamtkunst, forme d'art totale. Alors, moi, je ne l'appréhende pas comme un wagnérien, c'est-à-dire cette capacité voilà, d'utiliser, de mettre, comment dire ça, que ce soit le théâtre, la mise en scène et tout. Je pense qu'aujourd'hui, dans mon travail de recherche, j'ai eu la chance de tomber sur le travail d'un Suisse. Il s'appelle Appia, metteur en scène. Je pense que c'est lui aujourd'hui qui a réussi visuellement à présenter mieux l'esthétique wagnérienne. Parce que Wagner, c'était aussi un homme de son temps. Si musicalement, il a fait toutes les révolutions possibles, d'un point de vue de la scénographie, il était quand même accroché à son temps, c'est-à-dire toile peinte, tout. Donc tout était assez quand même figuratif d'un point de vue de la vision. Et pour quelqu'un qui a atteint cette révolution d'un point de vue musical, lorsqu'on lit les textes, qui pense de l'image, on se dit, bon, c'est quand même une personne de son temps. Et Appia, c'est celui qui est venu, qui a poussé ça très loin, et après qui a été repris par ce fils Wieland et Wolfgang Wagner. Et pour moi, la vraie totalité, c'est vraiment cette capacité de dire que, parlant de rimes, de couleurs, ne pas seulement trouver des correspondances par analogie, mais dire, bon, c'est juste de dire que lui, il a porté loin. Quand je vois les dessins de Appia, j'entends Wagner parce qu'on a l'impression, c'est comme ça que, cette capacité à laquelle j'inviterais les personnes, c'est-à-dire cette capacité de voir une œuvre d'art et de se détacher par une forme de distanciation comme ça brechtienne, mais de pouvoir en créer une autre, quoi. Ne pas être vraiment collé à la vision que l'auteur veut présenter à ce moment, et qu'on est capable de faire ça, on voit à chaque livre qu'on lit, on peut entendre des symphonies lorsqu'on lit un texte sur l'architecture. Donc c'est ma manière de comprendre le monde aujourd'hui, c'est-à-dire, je ne veux pas seulement... Alors, ce qui est important, c'est vrai qu'il faut disséquer, disons, la grenouille pour savoir comment est-ce qu'elle fonctionne de l'intérieur, mais je comprends mieux aussi un organe ou bien un être dans sa relation avec les autres organes ou avec les autres espèces. On comprend mieux comment est-ce qu'il fonctionne aussi. Ça, c'est une vision, voilà, ce qui n'est pas une vision atomiste, c'est plutôt holistique, voilà, on essaie de voir un peu comment est-ce que les choses fonctionnent. Voilà. Est-ce que c'est pour ça que tu t'es intéressé à l'enfance de Calas? Oui, parce que oui. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de travaux, il y en a plusieurs dans l'exposition que l'on peut observer et lire. Ça t'a permis de comprendre l'organe Calas? Alors, pourquoi l'enfance? L'enfance, parce que je voulais comprendre déjà l'adulte. Et j'ai compris beaucoup de choses. J'ai beaucoup lu des livres sur la psychologie de l'enfance, parce que pour voir comment est-ce que étudier un peu la question du psychodrame chez l'enfance. Qu'est-ce que c'est que le psychodrame? Et comment est-ce qu'elle aussi, en tant qu'adulte, je pense que je dis aujourd'hui que c'est un corps d'enfant emprisonné. C'est un enfant emprisonné dans un corps d'adulte, en fait. Qui, à un moment donné, il y a quelque chose qui ne s'est pas opéré chez elle d'un point de vue de sa croissance. Bon, là, je ne suis pas un spécialiste, mais je pense que plusieurs personnes peuvent témoigner de ça, parce que dans ces relations aussi, j'ai connu aussi des personnes aujourd'hui qui l'ont connu personnellement, Maria Callas, et il y avait ce côté un peu de faiblesse là. On pense que parce qu'il y a quelque chose qui ne s'est pas opéré vraiment dans sa relation avec ses parents et tout. Et bon, c'est la conclusion un peu facile que j'ai pu trouver en disant que voilà, ces drames-là qu'elle donnait lorsqu'elle chante Bicidat, ou elle chante, c'est pas, des airs de Bellini, ou lorsqu'elle est dans Rigoletto, Caro Padre et tout. Elle chante vraiment à son père, il y a quelque chose qui est de l'autre. Moi, je vois vraiment cet enfant-là qui est dans ce corps d'adulte, mais qui a envie de se déchaîner, de sortir. C'est un peu ça que j'ai trouvé dans la Calas, parce que c'est une Calas aussi qui se cherche.
C'est une calasse qui ne s'aime pas, elle s'est détestée, grosse, elle ne s'aimait pas, donc un peu comme la plupart de nous, on n'aime pas ce qu'on est dans l'enfance parce qu'on ne se comprend pas, il y a le corps qui évolue et tout. Je pense qu'elle a été aussi ça et je pense que la musique, ça a été une chance, une malédiction aussi pour elle. Chance dans la mesure où on connaît Calas à travers la musique. Malédiction, c'est dès qu'elle n'a pas pu chanter comme un instrument. Qu'est-ce qu'on fait d'un instrument qui chante plus, qui sonne plus on se débarrasse, on cherche un autre instrument. Donc c'est un peu, voilà, elle était là, et je dis, bon, pour être poétique un peu, on dit, voilà, c'était comme un oracle, voilà, le message était fini, et ta mission est finie, quoi, sur Terre, et donc après, à la fin de son dernier concert, je passe au Japon et tout, voilà, on sent là, il y a une fin de course, alors qu'il y a toute une vie qui pouvait se constituer d'une manière ou d'une autre, mais si tu n'as existé que pour et par la musique, ça devient compliqué d'exister autrement, en fait. Parce que ça a été ça toute son enfance, en fait. Quand elle était jeune, c'est le seul moment où elle réussissait à intercepter un regard intéressé de sa mère. Et pour une enfant, c'est difficile ça, c'est-à-dire te dire à un moment donné, commence à, voilà, à savoir que ça c'est une arme que tu as. Un peu, ça que, bon, ma mère me regarde, sourit seulement quand je chante. Elle est consciente dans le bien ou dans le mal d'avoir cette force-là à un moment donné. C'est une force de séduction aussi de sa part, donc on l'utilise aussi. Donc elle a grandi avec cette conscience. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez envie d'interroger Gaspard Jock? Bonjour. J'avais une question par rapport aux 3 planches qui sont juste là, à la suite. On a pu les étudier ce matin avec Madame Génicel ici présente et on nous a parlé d'une inspiration que vous aviez eue sur les 2 planches, les 2 premières planches ici présentes. Ouais. Je ne sais plus d'ailleurs quel est l'auteur, si vous pouvez peut-être le redire. Paul Klee, ouais. Paul Klee. Et par rapport à la deuxième, je sais que ça représente le final, entre guillemets, quand Tristan et Isolde montent vers le ciel, entre guillemets, pour symboliser la mort. Est-ce que les couleurs, là, elles ont une grande importance? Est-ce que la couleur des personnages a une importance également sur cette planche? Alors, je vais éviter de très intellectualiser la chose. J'étais un jeune étudiant. Je suis encore où je voulais montrer à mon directeur de recherche que je comprends ce que je fais. Et il y a aussi, il ne faut pas sous-estimer ce côté-là aussi. Donc il y a un côté un peu, une posture que j'ai eue dans ce travail. Voilà, je voulais montrer que je comprends Klee. Je comprends la relation qu'il peut avoir entre le travail de Klee et aussi, là c'est séparation le soir il me semble, avec Tristan et Isolde, le fait de passer de la nuit voilà, au jour en passant voilà, par une sorte de pénombre comme ça. J'ai intellectualisé la chose à la puissance 1000. Ça c'est un travail que n'importe qui peut faire, à condition de comprendre un peu de quoi il s'agit dans l'œuvre. C'est un travail, voilà, une sorte de comparaison quand même comme ça, simple. Et voilà, c'est tout ce qui... Pourquoi les personnages? Pourquoi sont-ils de cette couleur? Alors, il y a plusieurs symboliques qu'on peut faire. On peut faire sur le travail des couleurs. Je sais pas, par exemple, Pastoureau qui a fait un très beau travail sur les couleurs. Avant lui, il y a eu plusieurs personnes dont je ne me rappelle pas le nom, un anglo-saxon qui a fait une sorte de grammaire comme ça sur les couleurs. Et pourquoi ces couleurs? Sincèrement, je ne me rappelle plus de ce que j'avais écrit à l'époque. Mais en grande ligne, ce que je peux dire, c'est je voulais montrer le passage qu'il y a eu dans Séparation le soir. Et je me rendais compte voilà, qu'il y a comme ça des structures d'un point de vue de la connaissance. Même si le matériau change, qu'on est dans les arts visuels, même si le matériau devient sonore, il n'y a rien qui ne change dans sa compréhension. Et lorsque j'analysais par l'approche de Molino, c'est-à-dire les 3 niveaux de compréhension, d'analyse poétique, esthésique et neutre, je faisais la même chose par rapport à l'ère de Wagner qui correspondait, que j'avais choisi. Je me rendais compte que même si les deux ne parlaient pas de la même chose, il y a quelque chose d'universel dans le choix des mots, dans l'expression même du geste artistique qu'ils expriment, même s'ils ne parlaient pas de la même chose.
Donc de cette transition qui pourrait être entre la nuit et le jour. Et si vous me demandez qu'est-ce que je voulais dire exactement en 2010, ce qui est sûr, j'ai changé. Parce que j'évolue d'une bande dessinée à l'autre, de jour en jour, comme voilà, je grandis pas seulement morphologiquement, mais je vieillis aussi dans mes connaissances, je change. Et il y a beaucoup de choses qui ont évolué par rapport à ce travail, je suis arrivé à autre chose. Et là, par exemple, là, c'est une sorte d'échiquier, tout, c'est Paul Klee, voilà. C'est vraiment, j'utilisais chaque carré pour dire, bon, ça peut être une existence de Maria Callas. Dans notre planche, ici, c'est la question du désir. Je me rappelle plus ce que je voulais montrer dans Tristan et Isolde. Je vais vous montrer comment est-ce que je pars de la verticalité, du côté horizontal. Je montre comment est-ce que je peux structuraliser, le rendre quelque chose, un acteur compréhensible d'un point de vue du signe, créer une sorte de sémiose comme ça, des signes on ne comprend pas. Donc voir à travers ça et arrêter avec le côté intellectuel en fait. Alors, juste pour conclure avec cette dernière question, puisqu'on a eu des questions sur les couleurs de cette planche-là, il y a un rapport de contraste entre la nuit et le jour qui est représenté dans cette planche, puisque Tristan et Isolde quittent la réalité, quittent le jour et ses conventions pour rejoindre la nuit, rejoindre la mort, pour vivre leur amour. Et il y a cette ligne centrale, le passage de l'ombre et la lumière, l'idée d'équinoxe qui est centrale. Est-ce qu'il y a... non, je vais tourner la question autrement. Gaspard Joc, est-ce que tu es plutôt jour ou plutôt nuit? C'est facile, quoi. C'est facile comme question. C'est plutôt la nuit, quoi. C'est la nuit parce que dès qu'il y a la conversion, je pense que dès que la conversion se présente devant moi, je pense que c'est un prétexte pour toujours vouloir la contourner. Donc, comme Maria Callas? Non, je ne vais pas jusqu'à là. Donc, je ne me compare pas avec... mais je dis, d'un point de vue... c'est naturel, quoi. Les conventions, je me demande pourquoi est-ce qu'elles existent. Elles n'existent que pour être contournées. Donc, pour pouvoir en créer d'autres, des nouvelles. Donc, comment on fait pour créer de nouvelles conventions? Comment à un moment donné décider qu'une convention ne fonctionne pas si on ne la contourne pas? Donc, à un moment donné, je suis la nuit dans tous les sens, quoi. Dans le sens du travail, dans le sens je vis la nuit, la journée, bon, j'enseigne la convention, je dessine, je suis comme tout le monde. Et la nuit, voilà, je me lance dans mes rêveries. C'est la création. Ouais, c'est là, c'est le moment où j'échappe au capital. J'échappe au monde qui veut que je produise pour être efficace. Voilà, c'est mon temps en moi. Bon, tant que je pourrais encore, parce que je me rends compte qu'avec le temps, je supporte moins les longues durées de travail nocturne, mais tant que je peux, je travaille la nuit volontiers. Depuis que je suis arrivé à Metz, voilà, j'ai pas dormi beaucoup, donc j'ai beaucoup travaillé. Merci beaucoup. Merci vraiment pour l'attention. Voilà. Merci. Donc, nous allons écouter 3 airs. O Quante Volte de Bellini, Vedrai Caligno de Mozart et O mio Babino Caro de Puccini. Il s'agit de 3 airs issus du répertoire de l'opéra italien, un répertoire dans lequel excellait Maria Callas, car elle était spécialiste du bel canto. Je vais commencer par introduire l'air O Quante Volte de Bellini. Alors, il prend place dans son opéra I Capuletti et i Montecchi, donc en français les Capulet et les Montaigu, qui retrace la tragique histoire d'amour entre Roméo et Juliette. Ce qui est bien de préciser, c'est que si l'histoire a été rendue célèbre par Shakespeare, elle puise quand même en réalité ses origines dans la littérature italienne, et notamment dans un conte écrit par Masuccio Salernitano, un écrivain italien du XVe siècle. Bon, l'histoire est très connue, mais un petit rappel en quelques mots. L'intrigue se déroule à Vérone au XVIIIe siècle et elle met en scène le conflit entre 2 familles. D'un côté les Capulets, partisans de Capellio affiliés aux Guelfes, c'est-à-dire la communauté qui soutient l'autorité papale, et leurs ennemis Gibelins qui eux soutiennent l'empereur, les Montaigu, dirigés par Roméo. Alors Juliette, la fille de Capellio, est destinée à épouser Tybalt, un partisan des Capulets et rival de Roméo. Cependant, elle est éperdument amoureuse de Roméo et cet amour est réciproque. Finalement, la situation va conduire à l'éclosion d'une véritable guerre entre les 2 familles et aboutissant finalement à la tragique mort des 2 amants.
Cet opéra est donc composé par Bellini, qui est un compositeur italien du 19e siècle, très connu notamment pour ses opéras, au nombre de 10, dont la plupart sont encore joués aujourd'hui. Alors, I Capuletti et Montecchi, c'est un opéra en 2 actes, sur un livret de Felice Romani. Il a été donné pour la première fois à Venise en 1830, et c'est sous la pression de la Fenice, qui est le théâtre pour lequel l'opéra a été créé, que Bellini compose la partition en moins de 6 semaines. Dans l'acte 1, Juliette est promise à Tybalt, mais elle rencontre Roméo, et ensemble ils décident de s'aimer malgré la rivalité familiale. Puis arrive l'acte 2, dans lequel ils décident ensemble de fuir. Et malheureusement, c'est sur la base d'un quiproquo que les deux vont trouver la mort de manière assez tragique. Alors concernant l'air, O quante volte, qui peut se traduire en français par Ô combien de fois, il prend place dans le 2e tableau de l'acte 1. Alors Juliette, seule dans sa chambre, chante la tristesse de son amour impossible avec Roméo alors qu'elle va devoir épouser Tybalt. Cet air est célèbre pour sa beauté mélodique et son expression passionnée. On y retrouve d'ailleurs les caractéristiques de l'art vocal de Bellini, c'est-à-dire des lignes très expressives, délicatement ornées, un tempo adapté à la plainte ici, et un accompagnement simple à l'orchestre, mais qui sera aujourd'hui réduit au piano. Les paroles, elles reflètent les tourments de Juliette vis-à-vis de ses sentiments pour Roméo et des conflits familiaux qui gravitent autour de leur histoire. Les voici. Oh, combien de fois, oh, combien t'ai-je, en pleurant, réclamé au ciel, avec quelle ardeur je t'attends et trompe mes désirs. Ah, la lumière du jour est pour moi comme la splendeur de ton visage, et l'air que je respire me semble un de tes soupirs. Je vais maintenant laisser place à l'interprétation. Bonne écoute. Allora
Mesdames, Messieurs, l'extrait qui va suivre est un extrait de l'opéra Don Giovanni de Wolfgang Amadeus Mozart. Avant de nous pencher sur l'œuvre en elle-même, évoquons en quelques mots le compositeur. Mozart est né le 27 janvier 1756 à Salzbourg, en Autriche. Il est très tôt initié à la musique et peu après ses 5 ans, commence à tourner en Europe avec son père, Leopold Mozart, et sa sœur, Anna Maria dite Nannerl. Il excellera toute sa vie à composer des œuvres mondialement connues et devenues intemporelles, comme la symphonie numéro 41 Jupiter, le Requiem ou encore le très célèbre opéra Don Giovanni. Mozart en quelques chiffres, ses 41 symphonies, 27 concertos pour piano et 22 opéras, entre autres. En tout, entre 880 et 900 œuvres à son nom. Il meurt le 5 décembre 1791 à Vienne, en Autriche. Parmi toutes ses œuvres, l'opéra Don Giovanni se distingue comme l'une des œuvres emblématiques du compositeur. Notons que c'est Maria Callas qui s'est battue et a fini par réussir à réhabiliter Mozart à la Scala de Milan, car jugé pas assez italien. Créé en 1787 à Prague, Don Giovanni est signé par le duo Mozart da Ponte, qui était aussi le librettiste des Noces de Figaro et Così fan tutte. Don Giovanni est un dramma giocoso, drame joyeux, qui mélange les genres comédique, comique, pathétique, tragique, surnaturel. Mais Mozart n'est pas le premier à se lancer avec cette histoire. Cette histoire, c'est le frère Gabriel, qui signait Tirso de Molina pour le théâtre, qu'il a écrite au XVIIe siècle. C'est l'histoire de Juan Tenorio, jeune seigneur qui se divertit à abuser de femmes en leur faisant croire qu'il les épousera, ainsi qu'à berner leurs maris, leurs fiancés, leurs amis, qui sont parfois les siens. Car le cœur n'a pas la moindre part à ces entreprises qu'il mène, avec un bonheur inégal, en déguisant son identité, secondé par Catalinon, son valet, pleutre et parfois récalcitrant. Ces aventures le contraignent à fuir incessamment. De Séville, il s'est rendu à Naples. Une tempête le fait échouer sur une côte d'Espagne. Puis, il retourne à Séville, d'où il s'enfuit de nouveau, à travers champs. La mobilité de Don Giovanni est fortement marquée dès l'origine de sa légende. Il est le chasseur pourchassé. Il est alors difficile de classer cette œuvre pleine d'ambiguïté, de bouffonnerie et de tragique, et qui mélange l'anecdote avec le drame métaphysique. Car derrière sa quête effrénée des femmes, c'est l'Église et l'ordre du monde que Don Giovanni raille et défie au risque de finir damné. L'air que Louise et Sacha vont interpréter s'intitule Vedrai Carino. Cet air se situe dans la deuxième scène du deuxième acte de l'opéra. La sixième scène, du deuxième acte de l'opéra. Cette scène déroule un dialogue entre deux personnages, Mazzetto et Zerlina, où Mazzetto se plaint de différentes douleurs suite à un affrontement avec Don Giovanni. Dans cet air, Zerlina essaye vainement de l'aider en lui proposant un remède contre ses douleurs. On aperçoit donc ici apparaître le côté très séducteur et manipulateur du personnage. Pour finir, voici la traduction du texte de l'air. Allons, allons. Il n'y a pas grand mal si le reste va bien. Rentre avec moi à la maison. Si tu me promets d'être moins jaloux, je te guérirai, cher petit époux. Tu verras, mon chéri, si tu es bien gentil, quel beau remède je veux te donner. C'est naturel, ne donne pas la nausée, et l'apothicaire ne sait le faire. C'est un certain baume que je porte sur moi. Je puis te le donner, si tu veux l'essayer. Tu voudrais savoir où il se trouve, sans le battre. Touche-moi là. Bonne écoute. Carino, se sei bonita, che bella
ce magnifique air de Mozart, nous allons passer à un autre grand compositeur d'opéra. Il s'agit de Giacomo Puccini. Né le 22 décembre 1858, il est considéré comme l'un des plus grands compositeurs d'opéra du XIXe siècle. En 1880, il intègre le Conservatoire de Milan et envisage de créer son premier opéra sous les conseils de Ponchielli. Il est connu pour avoir composé La Bohème, Tosca ou encore Madame Butterfly, des opéras aux fins tragiques. Le 14 décembre 1918 est composé Gianni Schicchi, un opéra en langue italienne est tiré du troisième volet du triptyque qui se présente comme un ensemble constitué de 3 opéras en un seul acte. Le livret est écrit par Gioacchino Forzano, fondé sur une histoire racontée dans la Divine Comédie de Dante. L'histoire se passe à Florence en 1299. Le riche Buoso Donati vient de mourir en léguant ses dettes, tous ses biens aux moines. Furieux, ses héritiers acceptent les services de Gianni Schicchi qui leur propose un stratagème destiné à substituer un testament à celui qui les possède. L'air O mio Babino Caro est l'air de Loretta, qui à ce moment de l'opéra supplie son père d'épouser celui qu'elle aime au risque de se jeter dans l'armée. Tout au long de cette air, on ne sait pas ce qui va se passer. Cette air constitue une sorte de seconde partie dans l'opéra qui serait l'équivalent d'un trio au sein d'un grand scherzo représenté par l'opéra tout entier et qui permettrait, selon le principe de tension et détente qui est cher à Puccini, de prendre une bouffée de lyrisme et de chaleur humaine avant de retrouver une musique plus acide et des harmonies plus grinçantes. L'histoire se termine bien car il accepte cette union, ce qui est rare dans les opéras chez Puccini. Cet air a été interprété par Maria Callas en 1965, accompagné par l'Orchestre national de l'Office de la radiodiffusion, dirigé par Georges Prête. Mais ce soir, notre Maria Callas, c'est Louise, accompagnée de Sacha, qui vont vous interpréter ce magnifique air. Mais avant, je vais vous faire la traduction. Oh mon papa chéri, je l'aime, il est si beau. Je veux aller à Porta Rossa m'acheter un anneau. Oui, je vais y aller, et si je l'aimais en vain, j'irai sur le Ponte Vecchio, mais pour me jeter dans l'Arno. Je me consume et me tourmente. Oh Dieu, je voudrais mourir. Oh mon papa chéri, pitié, pitié. Magnifique.